Françoise Auriol, qui dirige en fait le centre de recherche clinique au CHU de Toulouse, dédié, spécialisé dans la recherche chez l'enfant. Le diaporama en haut. C'est ça? Non. Bon, et pendant qu'ils installent la présentation, je voulais vous remercier d'abord de votre invitation. J'étais très touchée, très émue de vous re-rencontrer. Pour vous résumer, j'ai rencontré certains parents parce que nous avons mis en place avec le docteur Frances ce protocole de recherche dont nous parlerons un peu à la fin si vous voulez, sur le syndrome de Rett. C'est comme ça que j'ai appris, et les gens de mon équipe, Sandrine qui est là aussi, à connaître cette maladie. On ne connaissait pas, on n'est pas formés, nous, dans la recherche pour toutes ces maladies et toute cette approche. Aujourd'hui, le but, c'était de vous parler de la recherche clinique pédiatrique et surtout de son intérêt chez l'enfant et de vous motiver, vous les parents, si ces essais arrivent, pour y participer et de vous démontrer qu'ils sont nécessaires, ils sont faits dans des conditions réglementaires, sûres, et il y a toujours un objectif très clair et très précis derrière tout ça. Donc je travaille à l'hôpital des enfants, voilà, ça c'était... Alors, je pense qu'il faut aborder 4 points ce soir. D'abord, vous expliquer ce que c'est la recherche clinique. On va aborder très simplement différents points. Ensuite, vous expliquer pourquoi il faut faire de la recherche chez l'enfant en général. Ensuite, là je pense que ma présentation elle s'adresse surtout aux parents. C'est quand on vous propose un protocole, c'est qu'est-ce qu'il faut... Vous voulez que je change ? Là c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre dans un essai et ce qu'il faut lire attentivement pour pouvoir donner son consentement. Et ensuite, voilà, découle la place des parents dans l'information et dans la réalisation du protocole. Alors, la recherche clinique, c'est la recherche qui est menée sur l'homme. Cette recherche, elle fait bien sûr suite à différentes expérimentations dans les laboratoires de recherche fondamentales, qui sont faites sur des modèles cellulaires, puis ensuite chez des animaux qui reproduisent quelquefois la maladie, et je crois qu'il y a des modèles animaux pour le syndrome de Rett qui existent. La recherche clinique, c'est plusieurs types d'études. Il y a les études épidémiologiques qui sont là pour identifier les caractéristiques d'une maladie à l'échelle d'une population. Les études de physiopathologie, ça ce sont les études qui nous aident à comprendre comment ça marche, qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, les études de nouvelles molécules, de candidats médicaments ou de nouveaux dispositifs médicaux. Et c'est ces études-là qui conduisent à des nouveaux traitements. Alors, ces recherches sur ces médicaments, c'est une route très longue. Ça, c'est important que vous sachiez ça et que vous en preniez conscience. Entre le moment où on découvre la molécule au laboratoire, où on la caractérise, où on réalise les études précliniques chez les animaux, il peut s'écouler de 3 à 6 ans. Ensuite, il y a tout le processus de développement clinique qui conduise à l'autorisation de mise sur le marché et qui permet d'utiliser le médicament dans des conditions sûres. Là, les chiffres que je vous ai mis, 7 ans et demi, ça paraît énorme, mais c'est réellement le temps que ça prend. Pourquoi ? Parce que ce développement clinique, il se fait en plusieurs étapes. C'est ce que vous avez sur la droite. Il y a d'abord l'établissement de la dose de médicaments que l'individu peut tolérer, qu'il soit un adulte ou un enfant. Ces premières études, elles sont assez courtes en général, elles concernent peu de patients. Enfin, ce ne sont pas des patients d'ailleurs, ce sont des volontaires sains. Exception chez l'enfant, on ne peut pas concevoir de proposer, de tester des médicaments à des enfants. Exception dans les cas des maladies rares où on n'a pas d'autre solution. Ou en oncologie pédiatrique.
Les deuxièmes phases, les phases 2, le but c'est d'établir la tolérance par rapport à la dose qui a été établie dans les essais de phase 1 et l'efficacité biologique. Alors là, on s'adresse à des populations légèrement plus grandes, de 100 à 300 individus. Et enfin, les phases 3 d'efficacité clinique, où là, on démontre l'efficacité en situation réelle du médicament. Si toutes ces phases se succèdent, on arrive à l'autorisation de mise sur le marché et ensuite, ce médicament, une fois administré dans la population générale, bien sûr, est surveillé. Ça s'appelle la pharmacovigilance. Alors, pourquoi doit-on faire des médicaments chez les enfants? D'abord, parce qu'il n'y en a pas assez. Il faut savoir que la plupart, 2 tiers, on pense à peu près, des médicaments utilisés chez l'enfant en général n'ont pas fait l'objet de protocoles de recherche. C'est une adaptation de ce qui est utilisé chez l'adulte avec une règle de 3 pour le poids. Et ça conduit à quoi? Ça conduit à l'utilisation par les médecins de médicaments hors AMM. Ça, vous entendez ça suffisamment dans les médias. L'utilisation hors AMM, c'est pouvoir utiliser des médicaments chez des enfants qui ont une maladie qui est observée aussi chez les adultes, mais pour lesquels on n'a pas l'autorisation et l'indication. Alors ça conduit à des choses, j'ai appelé ça du bricolage, mais c'est un peu ça. Donc on fait du bricolage thérapeutique, on adapte la dose en fonction du poids, la durée, on ne sait pas trop comment. On fait des bricolages techniques, c'est-à-dire qu'on pile le médicament chez l'enfant qui ne peut pas avaler le comprimé. Ça conduit surtout à des bricolages réglementaires. C'est-à-dire que le médecin et le prescripteur est seul responsable devant la loi de ces utilisations. Pourquoi il n'y a pas assez de médicaments en pédiatrie? La première raison, c'est le manque de motivation des laboratoires pharmaceutiques liés à l'étroitesse du marché. Ensuite, il faut aussi prendre en considération les difficultés particulières de l'investigation chez l'enfant. Il y a des difficultés techniques, il faut adapter tous les appareils à l'enfant, les méthodes, il y a des difficultés logistiques. On en parlera, vous le savez, c'est concilier la participation à la vie familiale, à la vie scolaire. Ensuite, les difficultés de recrutement, le refus de participation des parents, les divorces. Ça, c'est un point exacerbé dans le cas des maladies rares. Pourquoi? Parce que, on le verra un peu plus loin, pour réaliser un protocole de recherche et répondre à une question, il y a dès le départ un nombre de participants, de patients déterminés que l'on doit atteindre pour répondre à l'objectif. Donc, dans le cas des maladies rares, on est obligé de réaliser ces études dans plusieurs centres. Ça s'appelle des études multicentriques, françaises, nationales ou quelquefois internationales. Donc, ce refus, tous ces points-là, c'est des points qui peuvent mettre en jeu aussi l'aboutissement de l'étude. Et ensuite, les difficultés par rapport à l'éthique. L'enfant, c'est une personne vulnérable et on doit prendre en considération cet aspect aussi. On en parlera aussi. Donc la réponse à ce déficit d'études, ça a été la mise en place de dispositifs français et européens. On en a discuté avec M. Nguyen tout à l'heure, qui faisait partie au titre de l'association de ces dispositifs-là. Et ces dispositifs, leur rôle, c'est d'inciter et d'obliger les laboratoires pharmaceutiques à réaliser des études dans le cadre de ce qu'on appelle les plans d'investigation pédiatrique. En fait, ce sont des programmes de recherche qui doivent être proposés avec des durées, des timings à respecter, des protocoles détaillés, et tout ça doit avoir l'aval de l'Europe pour pouvoir être réalisé. C'est une obligation
pour tous les nouveaux médicaments de l'enfant. Ensuite, petit point sur la recherche clinique et l'éthique, je vous en ai parlé tout à l'heure. L'éthique, elle est régie par la loi sur les bonnes pratiques cliniques, la déclaration d'Helsinki, et tout ça est excessivement bien respecté dans les essais cliniques. Alors, la position des associations vis-à-vis de ces essais, je crois qu'elle est double, parce que les associations, elles représentent les malades pour lesquels les études sont réalisées. Alors j'ai trouvé là, je pense que c'est important que vous le sachiez, que l'INSERM a mis à disposition, a coordonné des programmes d'action avec des associations et elle travaille pour améliorer les protocoles de recherche clinique en relation directe avec les associations. Et ensuite, je crois que aussi les associations, elles représentent les malades qui participent à ces études. Et les associations, elles sont intégrées depuis quelques années au comité de protection de personnes. Ces comités, ils sont composés bien évidemment de représentants du monde médical, des médecins, des pharmaciens, mais aussi de membres de la société civile et obligatoirement de 2 représentants d'associations. Alors, Elena, elle rigole parce que je lui avais proposé de participer au comité de protection de Toulouse parce qu'on en manque beaucoup de personnes volontaires pour venir donner leur avis. Donc il faut savoir que l'avis de ces comités est très important pour la réalisation des essais. Obligatoirement, il doit avoir un avis favorable de ce comité et de l'Agence nationale de sécurité du médicament pour démarrer un protocole, qu'il soit pédiatrique ou adulte. Alors, l'enfant, le titre c'est « L'enfant n'est pas un adulte en miniature », on s'en doute, hein, c'est de la logique. Pourquoi principalement pour des données, on va dire, c'est des mots compliqués, mais des données pharmacocinétiques et pharmacodynamiques. En gros, la pharmacocinétique, j'ai essayé de vous trouver une définition, c'est ce que fait le corps au médicament, et la pharmacodynamie, c'est ce que fait le médicament au corps. Et tous ces points-là, ce sont des points importants à étudier par rapport au devenir du médicament et par rapport, le but étant d'obtenir une toxicité minimale pour une efficacité optimale. Alors bien sûr, ces paramètres, ils sont différents quand on s'adresse à un individu de 17 ans qui est considéré comme un enfant tant qu'il n'a pas 18 ans et d'un nouveau-né de quelques mois. D'où l'intérêt de réaliser ces études. Alors c'est vrai que l'histoire, vous avez entendu, hein, la thalidomide, le distilbène, ce sont des catastrophes qui sont arrivées par méconnaissance de tous ces processus. Alors, qu'est-ce qui différencie un adulte d'un enfant par rapport à ses propriétés? Je vous ai listé tout ça, mais c'est des différences par rapport à l'absorption du médicament, c'est-à-dire le passage du médicament dans le sang, la surface de la peau qui est plus importante, la surface de l'intestin, etc. Des différences dans la distribution. Plus un médicament est lipophile, c'est-à-dire qu'il est plus attiré par le tissu adipeux, plus il passe facilement dans les cellules et entraîne un effet. Donc le corps du nouveau-né, par rapport à ça, est complètement différent du corps d'un adulte. Le métabolisme, c'est l'élimination du médicament par le foie qui est essentiellement impliqué, et le foie de l'enfant n'est absolument pas mature. Et ensuite l'élimination par le rein, pareil, une immaturité chez l'enfant. Donc tout cela fait qu'on comprend la nécessité de faire ces essais médicaments chez l'enfant. Alors, les conséquences à long terme de l'action des médicaments, je vous ai parlé de la pharmacovigilance. Elle existe pour tous les médicaments qui ont une autorisation de mise sur le marché. Par contre, dans le cadre des essais cliniques, les études cliniques avec un suivi à long terme sont nécessaires mais très insuffisantes.
Alors, vous, en tant que parent, qu'est-ce que vous devez comprendre d'un protocole? D'abord, lire les documents que l'on va vous proposer, écouter le médecin qui va vous parler et vous poser plusieurs questions, je pense. D'abord, est-ce que l'essai va être utile? Donc, l'argumentaire qui est écrit et que le médecin vous propose doit vous convaincre de son utilité et qu'il est éthique pour votre enfant d'y participer. Alors, la justification, elle est fonction du contexte scientifique, de la bibliographie. Tout ça doit être exposé dans des mots simples et compréhensibles. Ensuite, comment va-t-on démontrer de façon fiable que le traitement apporte un bénéfice? Donc, le plan expérimental du protocole doit avoir une méthode, bien sûr, qui doit être adaptée. Il doit être justifié pourquoi on étudie ce groupe d'individus. Alors, évidemment, ça paraît évident dans les maladies rares, mais ça peut être autre chose. Pourquoi faut-il comparer le groupe étudié à un groupe témoin? Et ensuite, les études comparatives, c'est-à-dire le moyen de s'affranchir de l'effet placebo. Et on en vient à les études utilisant un comparateur, c'est-à-dire utilisant potentiellement un placebo quand il n'existe pas de traitement de référence. L'idée, c'est quand on veut montrer une efficacité, il faut avoir un référentiel. S'il n'y a pas de traitement de référence, on n'a pas de référentiel, donc c'est un placebo. Et tout ça pose le problème de l'acceptation des études dites en double aveugle, c'est-à-dire que aucun membre de la recherche, les équipes médicales, les équipes de recherche, ni les parents, n'ont connaissance du contenu des médicaments qui sont administrés à l'enfant. Et ça, c'est un moyen de réellement montrer une efficacité. Et bien sûr, être sûr que cette allocation, elle est aléatoire, c'est-à-dire qu'on a tiré au sort, vraiment, dans un chapeau, avec les yeux fermés, pour attribuer ces traitements aux enfants. Alors, après, il y a des choses à regarder, évidemment, c'est que toutes les tranches d'âge concernées soient représentées. Ensuite, et surtout, je crois aussi, ça c'est très important, l'acceptabilité par les enfants. La prévention de la douleur, le nombre d'actes, la lourdeur, et le confort et la qualité de vie préservés au maximum. Et ensuite, la faisabilité pratique. Alors, là, j'ai noté la scolarité, mais il y a aussi la disponibilité des parents qui travaillent, qui doivent venir souvent à l'hôpital pour le suivi, pour la recherche. On essaie de faire les deux en même temps, mais quelquefois, ça n'est pas possible. Donc, tout ça fait que c'est compliqué. Donc ensuite, le nombre d'enfants participants est-il justifié? Donc on vous expliquera dans un protocole que pour répondre à l'objectif, il faudra que dans cet essai, il y ait une trentaine d'enfants sélectionnés. Je dis 30, je me souviens de l'étude RED, c'était à peu près ça. Et si l'on n'atteint pas cet objectif, on n'arrivera pas à répondre à la question de départ, ou avec moins de puissance statistique. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, le dernier point, c'est d'évaluer le rapport bénéfice-risque. Ça, c'est clairement réfléchi dans les comités de protection des personnes, surtout pour des individus vulnérables comme les enfants. C'est compliqué, c'est pas toujours facile, hein. Ça dépend des maladies, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, quelle est votre place, vous les parents, dans ces protocoles de recherche? Je crois qu'il faut surtout que l'information soit transparente. Dans les études pédiatriques, ce sont les parents qui consentent. Lorsque c'est possible, on recherche l'assentiment de l'enfant. L'opposition de l'enfant prédomine toujours sur la décision des parents.
À l'écrit comme à l'oral, l'information que l'on vous propose doit être claire et transparente. Tout doit être précisé, la façon dont la recherche est menée, les interventions, les contraintes, les risques, j'ai oublié, les alternatives thérapeutiques si elles existent, le droit des parents et de l'enfant. Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment sans donner de justification. Et ensuite, toutes les autorisations obtenues par les autorités compétentes doivent être notifiées sur ces documents-là. Donc c'est une chose auquel vous avez la date d'obtention de l'Agence nationale de sécurité du médicament et du CPP. Tout ça, ce sont des choses obligatoires. La difficulté pour les équipes médicales, je crois, et aussi les équipes de recherche, c'est d'évaluer la compréhension des familles, souvent par rapport à leur attente au départ. Est-ce que l'accord est donné, quoi qu'il en soit? Est-ce qu'il y a une bonne compréhension de ce que l'on fait exactement, le tirage au sort, le placebo? Ça, c'est excessivement difficile. Je crois qu'aussi les associations sont maintenant très représentées dans tous les institutions que j'ai notées là, la NSM, l'INSERM, l'Agence européenne, etc., les comités de protection de personnes, pour faire avancer la recherche dans le bon sens. Tout ça, c'est le résumé de ce que je voulais vous dire ce soir. Vous avez besoin d'informations scientifiques, solides, prouvées, qui vont être amenées par ces essais cliniques randomisés, tirés au sort, ça veut dire, pour mesurer les effets bénéfiques et aussi indésirables des médicaments. Les maladies sévères qui affectent les enfants sont quelquefois rares. Ça rajoute une difficulté supplémentaire pour recruter les enfants, d'où la nécessité d'effectuer des études sur plusieurs centres. Ensuite, il y a le problème d'acceptation de l'enfant et des parents, des contraintes, la nécessité de suivi à long terme, tout ça font que cette recherche est compliquée. Et ensuite, je pense que le rôle des associations de patients, on s'en est aperçu pour cet essai sur le syndrome de Rett, est primordial. Pour la motivation des familles qui ont participé, à inciter d'autres familles de lever les craintes, surtout quand il s'agit de ces études en double aveugle avec un placebo. Là, je voulais vous faire un petit tableau très rapide de ce que j'ai trouvé sur le site qui recense toutes les études réalisées dans le monde sur le syndrome de Rett. Ce ne sont pas toutes des études médicaments, il y en a 28 qui sont recensées. Pardon. Et je vous ai mis les quelques médicaments à l'essai, les pays dans lesquels ils étaient testés. Donc ces études, elles sont certaines terminées, en cours d'analyse, comme le PHRC sur le syndrome de Rett. D'autres sont en cours de recrutement, d'autres le recrutement est terminé, enfin à différents stades. Donc vous voyez que ce sont en général des études assez précoces, c'est ce qu'on appelle des phases 1, 2, où on commence à étudier d'abord la tolérance des médicaments, avant dans les phases 3 d'étudier leur efficacité. Alors, ces produits, ces molécules sont la désipramine, c'est un antidépresseur qui est étudié pour ses efficacités sur les troubles respiratoires. Les autres, ce sont des neuroprotecteurs ou des neuromodulateurs qui sont, je vous ai mis là dans l'avant-dernière colonne, ce sur quoi on allait regarder leur efficacité. Voilà, je vous remercie encore une fois et disponible pour des questions si vous voulez.